Alors, avec nous en ce moment, la technique, mon bon monsieur, est-ce qu'on a en Zoom avec nous Madame Joyce Moevi? Est-ce qu'elle est en Zoom avec nous? Ah, on a sa collègue, oui, Madame Borne, mais voilà. Voilà. Alors, Madame Borne, je vais vous passer le micro. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez voir votre collègue dans l'écran ici. Donc, vous pouvez vous asseoir et on va laisser. Non, non, mais asseyez-vous là, à la table, sinon pour la. Bon, asseyez-vous, vous voulez. Faites comme vous voulez. Voilà. Faites comme vous voulez. Madame Moevi, vous m'entendez? Elle est où? M'entend-elle? C'est vous. Oui, Allez, oui, on vous laisse la parole et on reprend nos travaux quand vous aurez fini votre intervention parce que vous avez une réunion derrière que vous ne pouviez pas décaler, mais malgré tout, vous vouliez intervenir aujourd'hui. Allez, on vous laisse la parole. je vais laisser Hélène introduire. Hélène, je te laisse introduire si tu veux. Bon, alors, soit j'introduis, soit tu y vas, et j'introduis après. Comme Bon, ça, ça te permettra de... faites comme vous voulez, mais allez-y là. Vas-y, Vas-y. Joyce. Vas-y, je parlerai après. Moi, j'ai pas de réunion. Allez-y, allez Madame Moevi, D'accord. allez-y. Alors, alors, effectivement, déjà bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir en fait vous expliquer le processus et le dispositif qu'a mis en place la Poste pour ses salariés, ses personnels, parce que nous avons aussi des fonctionnaires. Et en fait, depuis maintenant 2010, nous avons mis en place le guichet des aidants. Notre leitmotiv à la Poste, c'est de se dire que toute personne dans son parcours professionnel et sa vie familiale peut être un jour face à la situation d'aidance. On compte avec notre courbe démographique de la population postale qu'environ 17% de la population postale, c'est-à-dire que nous avons 173 000 postiers, et que sur ces 173 000 postiers, il y en a potentiellement 17% qui peuvent ou qui sont déjà aidants familiaux. Et de ce fait, nous avons mis en place un système, un dispositif pour les aider à gérer ces situations-là, parce qu'on sait que quand on est aidant familial, continuer à travailler peut être une source, un exutoire et peut être aussi une échappatoire. Donc, la Poste a mis en place un système qui permet, grâce au partenariat que nous avons avec Demiserve, une attribution d'un certificat d'aidant familial. Ce certificat d'aidant familial est accolé à tout un autre dispositif et tout un système d'aide, que ce soit du chèque emploi-service universel, que ce soit des jours aidants, du don de jours pour les aidants familiaux. Donc tous ces dispositifs-là, en fait, coïncident ensemble pour arriver à donner aux postiers une situation plus facile à vivre pour gérer son aidé, pardon. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que on va dire qu'on prend toutes les situations et que à chaque situation que l'aidant rencontre, il peut avoir une aide qui s'y rapporte. On prend par exemple, on a besoin de rencontrer un ergothérapeute. Mais la Poste propose de participer financièrement au bilan d'ergothérapie qui sera mis en place pour son aidé. La Poste, l'aidant a un enfant qui a un problème 10. Dès lors que ce problème 10 est constitué et réalisé comme un handicap, il va pouvoir obtenir un abondement de ses parts de son quotient familial avec des demi-parts supplémentaires au niveau financier qui lui permettront d'obtenir des CESU préfinancés avec une aide pour justement accompagner son aidé, qu'il soit enfant, qu'il soit ascendant ou descendant. Sachant que nous avons aussi étendu le dispositif d'aidant aux personnes qui ont des collatéraux, mais aussi qui peuvent avoir un tutorat sur une personne fragile. Et même s'il n'y a pas de lien de parenté, dès lors qu'il y a un lien juridique, il peut être constitué comme aidant familial. Voilà.
C'est ce que je tenais à vous dire en essayant d'accélérer les choses sans vous faire perdre de temps. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris la parole pour nous amener toutes ces précisions et pour nous dire tout ce que vous faites à la Poste. Alors, si j'ai bien compris, c'est un duo, donc je vous passe la parole maintenant, Hélène. Et j'ai même, vous voyez, un petit chevalet pour vous, comme ça tout le monde saura. Vous voyez, je vais le poser devant vous. C'est gentil, merci. Et ben voilà, tout le monde saura que la parole est à Hélène Borne. Voilà. Alors, excusez-nous de ce contretemps. Je devais intervenir d'abord pour vous préciser le contexte. Mon nom, c'est Hélène Borne. Je suis expert handicap à l'association des personnes en situation de handicap de la Poste et d'Orange, que ce soit les personnes en activité ou les retraités. Bon, l'expertise handicap au niveau de l'ATA, c'est un peu flou parce que notre présidente nous dit faites ce que vous savez faire comme vous pouvez le faire suivant l'endroit où vous êtes avec ce que vous avez pour vous raccrocher aux branches. Donc, en langage trivial, ça veut dire démerdez-vous, c'est ça? Ça veut dire que dans chaque région, on ne fait pas la même chose parce qu'il n'y a pas les mêmes opportunités, il n'y a pas les mêmes compétences, et voilà quoi. Donc, à Bordeaux, comme vous avez vu ma collègue, à Bordeaux, c'est simple. On a fait un groupe diversité et handicap où il y a donc tous les référents handicap de la Poste, les assistants sociaux, les animateurs de prévention, quelques RH, la médecine du travail, et suivant le sujet, parfois il y a les juristes, parfois il y a des managers, et voilà quoi. Et bien sûr, il y a l'ATA, puisque je suis expert handicap, et que mon job, c'est de solutionner les problèmes où on n'a pas trop de réponses, quoi. Les faire remonter. C'est pas évident, mais bon, ma deuxième casquette, qui est expert handicap pour les syndicats, m'amène beaucoup de solutions. Voilà. Donc à Bordeaux, Joyce, qui est de l'ADNAS, que vous avez entendu, notre direction nationale des activités sociales, on bosse ensemble, n'est-ce pas? Ce qui fait que je peux facilement, et l'inverse est vrai, et ça nous arrange bien aujourd'hui. Eh bien voilà, écoutez, on vous applaudit. On va refermer cette parenthèse postale, mais vous allez rester avec nous pour la table ronde, et puis on va reprendre le cours normal de la réunion, avec cette table ronde maintenant, qui est la deuxième et la dernière de la journée, qui est consacrée au thème « Aider les aidants, quelle responsabilité sociétale et quelles solutions pour les aidants ?» Alors, j'ai un tas de petits chevalets qu'on va distribuer maintenant. Alors, Madame Amaranta Bourgeois, je crois qu'elle est en visio avec nous, non? Ou elle est là? Elle est là, Amaranta? Pardon? Non, je suis en visio avec vous Vous depuis êtes en ce visio. matin. Alors, vous savez quoi? Je vous mets un petit chevalet virtuel. Voilà, il est à côté de moi. Vous êtes Merci juste à côté beaucoup. de moi. Nadia Couturier, qui est là ou pas? Elle n'est pas là, Nadia Couturier? Oui, je suis là en visio. Alors en visio, allez, chevalet virtuel aussi, hop, pour Nadia Couturier. Géraldine Dorard, elle est là, je suis ravi de vous voir. Ben oui, je suis ravi de vous voir. Vous savez pourquoi? Je vous ai laissé des messages. Mais oui. Eh oui, on voulait préparer la table ronde, mais je devais avoir un faux 06. Allez. Alors, Henri Dubois. Henri Dubois, où est-il, Henri Dubois? Il n'est pas là. Il est en Zoom ou pas? Non. Thierry Fardot, il est là. Thierry Fardot. Voilà. Allez, oui, il va bien. Voilà. Dominique Garcia. Elle n'est pas là. Voilà. Bernadette Grosieux. Elle est là. Tenez, je vous donne votre petit chevalet. Voilà, Barbara Hérault. Alors après, j'ai peut-être des chevalets de ce matin. J'ai Laure Soulier. Voilà. Xavier Marin.
Voilà. Est-ce qu'il me manque des gens à cette table ronde? Parce que j'avais... oui, voilà, ça c'est ce matin. Voilà, il ne me manque personne, hein, on est bien d'accord pour attaquer la table ronde. Alors, le mode d'emploi que je vous propose pour cette table ronde. Le sujet, les aidants, quelles responsabilités sociétales et quelles solutions pour les aidants? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'en premier, on va parler du profil des aidants, c'est-à-dire qu'on va reprendre tous les termes de la conférence, de la table ronde, je veux dire. Donc, on va parler du profil des aidants. On va parler de la responsabilité sociétale en deuxième, et ensuite, on verra quelles sont les solutions. Hein, OK, on structure la réunion comme ça. Le profil des aidants, c'est pas si simple. Quand je vous ai eu au téléphone les uns et les autres, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas un profil d'aidant, mais des profils d'aidants. Et donc, qui veut attaquer sur le profil des aidants? Oui, on me dit. Oui. Alors, attendez, parce qu'on ne vous a pas entendu. Oui, je réagis. Enfin, sur Zoom, il y a une réaction là, très bien, l'idée du certificat d'aidant. Peut-être une piste pour aider nos collègues à se déclarer et bénéficier de leurs droits et de leur accompagnement apporté par notre employeur. Merci pour toutes ces informations mises en place à la Poste, la gendarmerie, police. Bravo pour votre travail. Voilà, bravo pour votre travail, effectivement. Alors, il y a toujours un petit décalage entre les réactions Zoom et puis le débat, mais c'est normal. Le profil des aidants. J'ai envie de commencer par vous, Géraldine Dorard, parce que vous avez fait tout un travail sur le profil des aidants et vous allez nous éclairer là-dessus. Bien, je vous remercie. Alors c'est intéressant que vous commenciez par me donner la parole. Vous auriez pu également la donner à Laure Vézine ou à Maranta Bourgeois. Pourquoi je nous mets dans le même panier? Parce que nous nous intéressons plus particulièrement à la question des jeunes aidants. Alors, les jeunes aidants, qui sont-ils? Ce sont des enfants, des adolescents de moins de 18 ans qui apportent une aide significative et régulière, non rémunérée, à un membre de leur entourage, généralement leur famille. Et c'est vrai que quand on évoque la question des aidants et du profil des aidants, eh bien, on ne va pas intuitivement se représenter cette situation chez des enfants ou des adolescents. Alors, en lien avec notre coopération, notre rencontre avec les présidentes et directrices de projet de l'association nationale JAD Jeunes Aidants Ensemble, qu'Amaranta Barclay-Bourgeois représente aujourd'hui, eh bien nous avons, alors moi j'ai un statut un peu particulier dans cette table ronde puisque je suis universitaire, donc je suis psychologue de formation et enseignant-chercheur en psychologie. Et avec ma collègue, le professeur Aurélie Intas, en 2017, nous nous sommes emparés de cette question des jeunes adultes aidants et nous avons développé un programme de recherche, le programme de recherche JAID, J-A-I-D, qui visait à produire des premières recherches universitaires, scientifiques en France autour de cette question des jeunes aidants, qui étaient jusqu'alors complètement ignorés du champ scientifique. On avait l'action de l'association nationale JAD, qui est la seule association dédiée spécifiquement à cette question de la jeune aidance en France. Mais en dehors de l'existence de l'association, eh bien, les jeunes aidants étaient une population totalement invisible, invisibilisée. Et donc, nous avons cherché par nos travaux à mettre en lumière cette population vulnérable. Alors, c'est intéressant ce que vous dites et ça fait écho à ce que disait Grégoire Charles dans son intervention. Quand vous avez lancé votre sondage, vous avez dit la seule population identifiée que nous avions à la gendarmerie,
identifiés administrativement, c'était les handicapés. Donc, d'où ma question sur les aidants. Alors, les jeunes aidants, effectivement, c'est encore une population à part. Mais les aidants, est-ce que la principale difficulté, c'est pas de les repérer? Alors, je parle de tous les aidants et les jeunes aidants plus spécifiquement. Peut-être on va faire circuler la parole. On revient vers vous après. Grégoire, Charles. Du coup, c'est un petit peu la finalité de des travaux qu'on est en train de produire sur notre SIRH, en créant un espace dédié pour reconnaître la situation d'aidance. Donc c'est une forme d'équivalent du certificat d'aidant qui a été cité par la Poste, on ne l'appellera pas comme ça. Derrière, on cherche à mieux identifier toutes les formes d'aidance, donc la nature du lien entre l'aidant et l'aidé. Donc on pourra l'embarquer dans le SIRH et du coup l'ouvrir vers d'autres catégories d'aidances et derrière nous permettre de mieux connaître cette population, la suivre tout au long de son parcours professionnel, faire des études un peu, alors chez nous on appelle ça des études de cohorte, pour identifier toutes les distinctions qui s'opèrent progressivement ou pas avec la population générale de gendarmes. Voilà, donc c'est la finalité, une des finalités de ce dispositif. Et peut-être une notion que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, on est très attaché aussi au fait que cela nous permettra d'embarquer le principe « dites-le nous une fois ». Donc les gens pourront se déclarer, faire reconnaître leur situation, et une fois que c'est dans le SIRH, on n'en parle plus. Et leur hiérarchie de contact ne reviennent pas sur le sujet, ils n'ont pas à réexpliquer 2 ans après sur une demande de mutation quelle est la situation. Non, c'est bon, elle est connue. Elle est connue, reconnue, et on n'en parle plus. Alors, on va approfondir qui sont les aidants, comment on les repère. Je voulais vous reposer une question. Vous dites, à la gendarmerie, il y a les aidants, alors c'est militaire, hein, les aidants de première ligne et les aidants de deuxième ligne. Quelle différence vous faites? Ouais, alors c'est forcément un peu artificiel comme distinction. Je citais un chiffre tout à l'heure qui est 1500 parents d'enfants handicapés sur une population de 97 000 gendarmes sous statut militaire. On entend aussi les ratios de 1 salarié sur 5, 1 salarié sur 6 concernés par l'aidance. Et on a forcément une très grande variété de situations, avec d'un côté du spectre des personnes qui ont un lien qui peut être un peu plus distant avec l'aidé, ou en tous les cas plus occasionnel, et de l'autre côté du spectre, des personnes qui sont impliquées avec une contrainte forte qui s'applique quotidiennement ou quasi quotidiennement. Donc on est aussi dans une logique où si on doit créer des dispositifs dérogatoires ou vraiment coups humains en termes de gestion RH, notamment sur la mobilité, il faut qu'on puisse placer le curseur à un moment donné, à la fois parce qu'il y a un sujet de soutenabilité. Si on est sur 1 salarié sur 5 et que j'ai 15 ou 20 000 gendarmes d'un coup qui me demandent une mobilité dans le cadre de ce dispositif, ça va être un petit peu compliqué en termes de soutenabilité. Et dans le même temps, il y a un sujet d'acceptation par le reste du corps social de mesures qui pourraient être très dérogatoires et identifiées comme avantageuses, hein, avec beaucoup de guillemets autour, par rapport au processus habituel. Donc on cherche à opérer cette distinction entre celui qui a vraiment un engagement fort et des contraintes hors du commun, de celui ou celle pour lequel les dispositifs de droit commun, qui embarquent déjà des processus qui peuvent être un petit peu dérogatoires. On a chez nous ce qu'on appelle des mutations pour raisons personnelles exceptionnelles qui existent déjà. Donc voilà, pour les aidants de seconde ligne, entre guillemets, une partie des dispositifs qui existent déjà peut répondre aux besoins des personnes. Alors on va faire circuler un peu la parole et la question que je vais vous poser, c'est qui les repère
comment on les repère, ça va de pair, mais qui les repère? Et on va scinder, hein, c'est compliqué de faire des catégories, mais on va scinder qui repère les aidants, qui repère les multi-aidants, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des multi-aidants, il y en a de plus en plus, et qui repère les jeunes aidants. Donc pour les jeunes aidants, je vais revenir vers vous et vers Laure, et puis vers, c'est Amaranta, hein, qui travaille avec vous, hein, on ne l'oublie pas, j'ai votre badge virtuel, mais qui repère les aidants. Alors on en a parlé ce matin un petit peu, il y avait votre collègue des douanes qui disait, nous on a une collègue, elle ne veut pas se déclarer comme aidante, c'est compliqué, donc là visiblement elle a été repérée par son entourage dans le milieu du travail. Sur Internet, on nous disait c'est le chef aussi qui doit... alors quand on dit le chef, c'est le chef direct, le N+1. Ça peut être le RH, ça peut venir, comme vous l'avez souligné aussi, de la hiérarchie très descendant et adresser un message fort à tout le monde en disant attention. Mais les uns et les autres, de votre expérience personnelle, comment on les repère, les aidants? J'ai envie de commencer par vous. Prenez le micro. Comment et qui, surtout, qui les repère? Bonjour à tous. Je suis très, très heureuse d'être ici. Alors moi, je parle de mon expérience. C'est-à-dire que je suis directrice générale d'une plateforme d'établissement pour personnes en situation de handicap mental. Mais mettez le micro comme ça, sinon on ne vous entend pas. Voilà, Vous donc savez, je dirige comme ça. une plateforme d'établissement pour personnes en situation de handicap mental en Seine-et-Marne. Et je connais depuis très longtemps cette association grâce à la MASFIP et à la MGFI qui sont engagées depuis très longtemps dans le cadre de cette association. Donc je suis vraiment très heureuse de retrouver mes amis aujourd'hui. Donc je vous parle de mon métier avant tout parce que les aidants, en ce qui concerne les établissements et les personnes qui s'y trouvent, ce sont les familles, tout simplement. Et notre souci à nous, c'est de faire en sorte que ces familles, qu'il s'agisse d'enfants ou qu'il s'agisse d'adultes, soient associées à l'accompagnement et à la prise en charge. Nous n'avons donc pas de problème pour ce qui est du profil, c'est assez facile, et nous n'avons pas non plus de problème pour les repérer. Par contre, nous avons des problèmes pour les associer. J'étais la semaine dernière en visite à Rabat, j'ai beaucoup de chance, on m'a invité à visiter donc, un établissement pour enfants trisomiques qui s'appelle l'AMSAT à Rabat. Autant vous dire que cet établissement a beaucoup moins de moyens au Maroc que nous en avons en France. Et j'ai été frappée de la qualité de la prestation qu'ils offraient, mais surtout de la présence des familles en leur sein. C'est-à-dire que la visite des établissements, c'est rencontrer les professionnels, rencontrer les enfants au milieu de leurs parents qui sont présents. Et quand je suis revenue en Seine-et-Marne, sur les établissements que je fréquente, eh bien, je me suis rendu compte que les familles, elles étaient à la porte. Alors, on fait un effort très, très important dans le cadre de projets de recherche, dans le cadre d'outils, vous en parlerez si vous le voulez. Mais en France, peut-être dans d'autres pays, il y a un clivage entre ce qui se passe dans les établissements, ce que font les professionnels et ce que font les parents. On associe les parents à un moment donné, mais les parents sont à la porte des établissements. Et ça, c'est le point de départ de notre constat et c'est le point de départ du défi que nous avons à relever. Pourquoi les parents sont à la porte des établissements? Parce que des parents, c'est pas toujours facile pour des professionnels, ça faut bien le reconnaître. Parce que des fois, c'est pas non plus toujours les parents qui sont les mieux placés pour accompagner leurs enfants à un moment donné. Donc, il y a, je dirais, des arguments à apporter positifs et négatifs de part et d'autre. Mais une chose est sûre, que ce soit facile, utile ou pas, les parents sont indispensables. C'est-à-dire que toute prise en charge d'un établissement, tout accompagnement par un établissement d'un enfant ou d'un adulte, et en adulte, le problème est différent, mais d'un enfant ou d'un adulte, toute prise en charge qui oublierait le système familial, qui oublierait
le milieu dans lequel évolue l'enfant et qui oublierait d'associer les parents sont en échec. Alors, je vous remercie. Moi, ce que je vais vous demander les uns les autres, c'est qu'on essaie de répondre aux questions dans l'ordre, parce que là, vous êtes venus. Répondu à la question. Là, vous êtes venus aux solutions. Et les Mais solutions, oui, mais on en moi, les parlera profils en fin sont simples. de journée. Mais c'est pas grave. Juste de temps en temps, il faut que je vous rappelle à l'ordre les uns les autres. Hein, c'est mon rôle. Alors, à la Poste, qui les repère et comment on les repère, les aidants? Alors, qui les repère? Le hiérarchique, Le obligatoirement. N+1 direct. Non, parfois le N+2. Parce que depuis 7 ou 8 ans, il y a ce qu'on appelle l'entretien de réaccueil, qui est obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui est absent, s'il est absent une fois, qu'il n'a jamais été absent, bon, on lui fout la paix. Mais s'il est absent plusieurs jours en isolé, s'il est absent longtemps, il est reçu par le responsable de service. Alors, je ne sais pas ce que ça donne chez vous. Chez nous, le responsable de service, il a parfois une centaine d'agents. Donc, ce n'est pas le N+1, ce n'est pas le cadre professionnel, non. C'est le responsable de service. Et le responsable de service a été formé spécialement. Il y a eu 2 jours de formation pour chacun pour poser des questions sans tomber dans le médical, parce que, bon, on n'est pas infirmière. Et donc, suivant le déroulement de l'entretien de réaccueil, eh bien, le chef de service actionne le bouton assistante sociale, médecin de prévention, SOS, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas gérer. Voilà. Donc, fatalement, ceux qui sont en souffrance, ceux qui ont un handicap, ceux qui ont des gens, justement des aidants, voilà, sont obligés d'être repérés. Et ça a été fait, ça, parce qu'il y a 7-8 ans, on avait 14 jours d'arrêt maladie au national par agent. Qui veut continuer avant qu'on passe aux jeunes aidants J'aimerais juste oui. interroger un point par rapport à la question du profil, parce que, alors je suis désolée, je ne pouvais pas être parmi vous ce matin, mais depuis que je suis arrivée, j'entends parler du handicap. Bon, c'est bien dans le mot-clé de l'association qui nous réunit aujourd'hui, mais la question de la maladie, me semble aussi... Non, elle a été présente voilà, aussi. Oui, vous inquiétez pas. effectivement, Le profil, c'est les aidants en règle générale. Alors, sur comment et qui on les repère? Alors, avant qui les repère, je veux dire. de répondre à votre question, qui les repère, dire ce que l'on est, nous, puisque nous Personne ne répond à mes questions. Non, mais vous allez voir que je vais y répondre, oui, mais sinon on va pas... Je n'ai aucun contrôle sur cette table ronde. On ne va pas bien comprendre. Avec mon collègue Monsieur Marin à mes côtés, nous sommes la mutuelle d'action sociale des finances publiques. Donc, nous sommes l'une des 3 mutuelles complémentaire à la mutuelle santé et prévoyance qui est la MGFI et qui a été référencée 2 fois seule au sein du ministère des Finances. Et donc, nous avons une majorité d'adhérents du ministère des Finances. Et alors, pour répondre donc, maintenant à votre question, puisque notre métier, c'est l'accompagnement social et d'essayer de répondre aux situations sociales et de difficultés des agents du ministère qui sont donc à nos 2 mutuelles. Donc nous avons des fonctionnaires en activité qui ont le rôle de militants et qui sont en capacité de détecter les situations d'aidance, les situations du binôme aidant-aidé. Et au-delà de ça, une fois qu'il y a la détection par les militants, ça se fait bien entendu en liaison avec les assistants de services sociaux. Nous avons 32 conseillers mutualistes répartis sur tout le territoire qui vont accompagner ces personnes sur ce qu'on appelle des aides légales et réglementaires, par exemple, mais également faire de l'orientation et monter, si il le faut, un dossier de soutien financier. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir en première intention parce que c'est plus simple d'aller voir sa mutuelle que son chef?
Alors, nous sommes organisés de façon que, non, c'est pas on ne reçoit pas les gens. Ça se fait par téléphone, voilà. Mais comme c'est territorialisé, y compris dans l'outre-mer, donc il y a une conseillère ou un conseiller mutualiste dédié pour l'ensemble des 101 départements français. Vous voulez compléter, monsieur ? Avant de compléter, je vais dire bonjour à tout le monde. Et je vais compléter très, très brièvement. L'objectif pour nous, on parlera tout à l'heure des allocations, c'est que nos adhérents aidants, notamment, donc, connaissent nos allocations pour qu'ils puissent venir vers nous et nous solliciter. Donc, le réseau dont vous parlez, Thierry, à l'instant, simplement préciser un chiffre, donc c'est 101 comités départementaux donc, qui sont composés en tout, ça fait 850 militants qui connaissent nos allocations et donc qui sont à l'écoute. Pour une grande partie d'entre eux, ils sont dans les services, donc ils sont en activité, et donc ils sont susceptibles de détecter des situations où on a des aidants qui sont concernés et de les orienter donc vers notre réseau de conseillers mutualistes dont Thierry vous a parlé. Voilà. C'était juste pour préciser ce chiffre-là. Alors, vous allez passer le micro à Laure Soulier-Vézine qui, elle, va plutôt nous parler des jeunes aidants, puisque vous avez la même approche universitaire. Non, non, pas du tout. Et pas du tout. Et ben voilà, et je me suis trompé. justement, pas que des jeunes aidants. Moi, je suis chargée de projet salariée de l'ADAPI, association de parents, qui a fait le choix en Corrèze de développer des actions en faveur de tous les aidants. D'où l'intérêt d'être là aujourd'hui, puisque ça peut, les agents peuvent être intéressés par les actions qu'on peut mettre en place. Et je peux parler de façon plus générale des actions nationales, mais on y reviendra après, j'ai bien entendu. Sur le repérage des aidants, ça reste quand même une difficulté. Moi, avec l'expérience que j'ai depuis 3 ans sur ce poste-là, on passe par des services d'aide à domicile, qui sont des repères, des personnes qui sont des personnes de confiance au domicile. On va passer par des assistantes sociales de secteur, par ce que nous, on appelle des instances de coordination, qui sont les relais des maisons de l'autonomie au niveau du conseil départemental, des dispositifs d'appui à la coordination, qui sont aussi des services qui sont là pour venir chercher des solutions pour la personne aidée et qui peuvent du coup repérer les aidants même avant l'épuisement, on y reviendra peut-être, mais pour parler d'aidants et pour que l'aidant accepte de l'aide, il est sûrement important d'en parler avant qu'il soit épuisé. Et bien d'autres relais. Et donc quand je vous entends depuis ce matin, je me dis on a tout à gagner de travailler ensemble, puisqu'on voit aussi qu'à l'intérieur des ministères, il y a des actions qui sont mises en place et comment on peut transmettre l'information pour qu'elle redescende jusqu'aux agents sur les territoires. Donc voilà, c'est une ouverture. Et puis pour les jeunes aidants, oui, on met des actions en place en Corrèze, mais sur comment les repérer, je vais peut-être laisser la parole à Amaranta, qui est pas très loin de nous, même si on ne la voit pas, peut-être pour qu'elle nous en dise quelque chose, et moi je vous en dirai d'autres choses plus tard. Amaranta, vous êtes avec nous. Merci beaucoup de me donner la parole. Je suis désolée de ne pas pouvoir être physiquement avec vous aujourd'hui, mais je suis très contente de suivre toutes les interventions depuis 8h30 ce matin. Voilà. Peut-être commencer par vous dire que la question, à mon sens, c'est pas qui peut repérer les aidants. Et dans les aidants, j'inclus les jeunes aidants. Mais comment on fait pour les repérer? Pourquoi la question, c'est pas qui? Parce que tout simplement, les aidants, généralement, sont des proches, des membres de la famille. Et qu'avant d'être aidant de son enfant, on est son père, on est sa mère, on est sa sœur, on est son frère, on est son grand-parent. Avant d'être aidant de son papa atteint d'Alzheimer, on est sa fille, on est son fils, on est sa conjointe. Et que c'est très difficile pour les personnes concernées par l'aidance de s'auto-identifier comme aidant et de conscientiser leur rôle d'aidant. Parce que où commence le devoir filial, la responsabilité parentale, où est-ce qu'elle s'arrête? À quel moment est-ce qu'on transitionne vers un rôle d'aidant? Donc je crois qu'on gagnerait tous à ne pas se poser la question de qui, mais comment. Comment est-ce qu'on accompagne les personnes pour qu'elles prennent conscience qu'à un moment donné,
eh bien, ce qu'elles font pour leurs proches, c'est de l'aidance. Et ce n'est plus juste être la fille d'eux, la mère d'eux, la sœur d'eux. Pardon, je féminise un peu les choses, mais c'est statistiquement plus souvent le cas. Et c'est comme ça. Je crois qu'on ne peut pas, et on ne doit pas d'ailleurs, forcer une sorte de coming out de l'aidance. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps aux gens de cheminer, de faire ce parcours et d'accepter l'évolution des situations sans leur coller une étiquette auquel, au départ, elles n'ont pas du tout envie de s'identifier. La question aussi, c'est pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas envie de s'identifier à cette étiquette? C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on dit dans le discours général, c'est waouh, c'est difficile d'être aidant, ça peut porter préjudice sur sa carrière, ça peut porter préjudice sur sa vie familiale et sa vie de couple, ça peut porter préjudice sur tout un tas de choses. On perd ses amis, on perd sa famille. Il y a une image très très négative. Alors, ça me permet peut-être aussi de rebondir sur l'intervention de Morgane Miron ce matin, qui était très salutaire aussi, de mettre en avant les compétences acquises par l'aidant, de manière à transformer cette expérience en quelque chose de valorisant et pas en quelque chose qui peut potentiellement pénaliser dans sa carrière, pénaliser dans ses études, pénaliser dans sa scolarité, parce que c'est typiquement le cas pour certains jeunes aidants. Voilà, donc je crois qu'il y a un vrai sujet à prendre à bras le corps, de ne pas nier les difficultés que rencontrent les aidants, mais d'y aller à leur rythme et de ne pas forcer une sorte de coming out, c'est le seul terme qui me vient à l'esprit, parce que tant que les gens ne seront pas prêts, ils n'auront pas envie de le faire. On peut faire le parallèle aussi avec le handicap, avec le fait qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui existent depuis des années pour inciter les professionnels à se déclarer en situation de handicap, parce que ça permet à leur employeur de déclencher aussi des aides ou percevoir un certain nombre de bénéfices. Et ben, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu envie de se déclarer en situation de handicap parce qu'elles étaient persuadées que ça allait porter préjudice à leur carrière, sans doute à juste titre. Et donc voilà, on peut faire le parallèle là entre les aidants et les personnes en situation de handicap à ce niveau-là. Voilà. Nadia Couturier, on ne vous a pas entendu et j'ai votre petit chevalet virtuel. Je sais que vous êtes là. Ben non, elle n'est plus là. Nadia Couturier, elle n'est plus là. Alors, on va conclure avec vous sur ce chapitre, Géraldine Dorard. Écoutez, la question de l'identification de la jeune aidance, elle est, je pense, encore plus complexe que celle de l'identification de l'aidance adulte. Pour preuve, si on prend les différentes interventions, là, tout récemment, on se pose la question, on parle bien des parents, il n'y a pas de problème, des parents qui sont les salariés. Est-ce qu'à un moment, on interroge le vécu des frères et sœurs ? Donc un premier niveau de réponse, c'est celui-là. C'est finalement, OK, l'aidant de première ligne. Alors nous, on va parler d'aidant principal dans le cadre de la confrontation à la maladie dans la famille, à la maladie ou au handicap d'un enfant. Effectivement, dans le meilleur des cas, ce sont les parents qui sont les aidants principaux. Mais quid des fratries ? Et finalement, dans tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, on voit que cette question de l'environnement au sens large de la famille et du vécu de ces jeunes, il est assez faiblement interrogé parce que c'est aussi pas intégré dans notre culture autour de cette question de l'aidance, très probablement. Et très probablement parce que se représenter un enfant, un adolescent, prenons une situation que j'ai en tête, de 14 ans, qui est l'aidant principal de son parent, sous-entendu dans une configuration de famille monoparentale, et que cet adolescent, il va gérer pour sa mère toutes les activités de la vie quotidienne, lui apporter un soutien émotionnel, l'accompagner aux toilettes, parfois lui faire la toilette. Il y a quelque chose d'un peu effractant là. C'est une situation qu'on a déjà de la peine à tolérer si on considère une relation conjugale ou une relation filiale. Mais le considérer de manière inversée, on se retrouve effectivement confronté à quelque chose qui peut être assez violent. Et donc très probablement, il va falloir commencer dans une première étape par se familiariser avec cette représentation que oui, un enfant et un adolescent peuvent se retrouver à endosser ces tâches d'aidance.
Et donc interroger le vécu typiquement des frères et sœurs si on considère vos postures, ou chez les salariés aidants de leurs conjoints, quel est le vécu des enfants par rapport à cette situation, quels qui sont amenés à mobiliser en termes d'aide, et comment on pourrait faire en sorte d'alléger certaines de ces tâches. Donc pour permettre une identification, il faudrait, à mon premier niveau, qu'on soit tous globalement sensibilisés à l'existence de cette aidance chez les jeunes. Et puis, a fortiori, chez les jeunes, on rencontre la même difficulté que celle observée chez les adultes, c'est le fait de s'identifier dans ce rôle d'aidant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il relève du soutien quelque part normatif que je dois apporter à mon proche en situation de maladie ou de handicap, de par la relation qui nous unit au sein de notre système familial, et qu'est-ce qui relève de tâches qui pourraient être prises en charge par des aides formalisées. Voilà, donc interrogeons-nous sur le système dans son ensemble. Et par rapport à la question qui était envisagée tout à l'heure, enfin, je veux dire que ce soit au niveau de vos adhérents, de vos agents et au niveau de la gendarmerie, voilà, qui y a d'autre dans la famille et qui apporte de l'aide. J'aimerais que vous nous parliez de 2 études, une qui s'appelle AdoCare et l'autre qui s'appelle EVA. Alors effectivement, dans le cadre du programme de recherche dont je vous parlais, la première difficulté, vous disiez comment identifier les jeunes aidants, c'était de démontrer quelque part que ces jeunes aidants, ils existaient. Nous, on n'avait pas trop de doutes de par notre contact avec le terrain clinique, mais finalement, pas de données probantes. On parle bien de 11 millions d'aidants en France, mais on n'a jamais abordé finalement cette question des enfants et des adolescents. Donc la première étape dans le cadre de nos recherches, ça a été de démontrer le fait que ces jeunes, ils existaient bien. Donc on a conduit une première étude, l'étude AdoCare, qui a interrogé plus de 4000 lycéens dans les établissements scolaires. Donc là, c'était vraiment des passations qui se faisaient en classe, sur le temps scolaire. Tous les adolescents qui acceptaient de participer complétaient les évaluations. Qu'est-ce que ça nous a montré, cette étude? C'est que sur plus de 4000 lycéens, déjà, il y en a 42% qui rapportent être confrontés à la maladie ou au handicap ou à la perte d'autonomie de l'un de leurs proches. Donc là, on est déjà sur un premier chiffre qui, en soi, est un petit peu impressionnant. À l'intérieur de ces 42%, on a identifié plus de 14% de jeunes, donc là on parle d'adolescents lycéens, qui apportent une aide à un niveau d'intensité élevé ou très élevé. Donc là, c'est pas, si vous voulez, pour nous c'était important de différencier ce qui était de l'ordre des effets de confrontation à la maladie, et puis ce qui était de l'ordre d'apporter effectivement une aide active, parce que quand on apporte cette aide active, c'est du temps qu'on va sacrifier par rapport à ses loisirs, si on considère la vie d'un adolescent, le fait de pouvoir déployer des activités extrascolaires, et puis dans certains cas aussi le fait de pouvoir investir tout simplement sa scolarité. Donc on a été très vigilants sur l'intensité de l'aide. Alors peut-être que notre approche est sans doute critiquable, mais c'était quelque chose d'important. 14,3% d'adolescents lycéens qui sont des jeunes aidants. 3 à 4 par classe. Ça pose quand même le cadre. Et ces jeunes, aujourd'hui, encore une fois, ils sont assez peu considérés. Voilà, donc ça a été la pierre fondatrice de nos travaux, ce qui a permis aussi, encore une fois, d'attester quelque part scientifiquement de l'existence de ces jeunes. Et puis par la suite, on s'est interrogé. On est en train de conduire l'étude Elias dans les collèges, parce que l'enjeu, c'est de pouvoir déterminer cette prévalence sur l'ensemble des classes d'âge qui sont concernées par la jeune aidance. Et puis, nous avons conduit par ailleurs l'étude Campus Care, là auprès des jeunes adultes, des étudiants. Donc on a interrogé une tranche d'âge de 18-25 ans. On constate effectivement des chiffres qui sont assez impressionnants. Et si on observe le système universitaire académique, encore une fois, on est face à une invisibilité quasi totale de ces jeunes, alors que leur trajectoire académique se voit entravée par leur situation familiale.
Alors, on a parlé un petit peu du profil des aidants. On a vu qu'il y avait des aidants, qu'il y avait des jeunes aidants, qu'il y avait des multi-aidants, que tout ce petit monde-là pouvait se mélanger, que les catégories n'étaient pas étanches. On n'a pas tellement parlé du profil, ni ce matin d'ailleurs, du profil des aidés. C'est quoi les aidés? Est-ce que quelqu'un a une idée de qui on aide, pour quelle pathologie on l'aide ou pour quel problème on l'aide? Et est-ce que quelqu'un a des pourcentages à donner là-dessus? Je vais me permettre, je ne vais pas monopoliser la parole, mais juste répondre dans la trajectoire jeunes aidants, encore. Oui. Les jeunes aidants qu'on a identifiés, ils aident majoritairement un parent pour 60%, encore, avec un ratio équilibré entre 30% qui aident la mère, 30% qui aident le père, puis un membre de la fratrie. Combien de familles monoparentales, vous le savez? Alors, il n'y a pas d'effet de la structuration de la famille par rapport aux jeunes aidants qu'on a identifiés. Donc ça, c'était vraiment une spécificité, entre guillemets, un peu française, parce que c'est un résultat qui était observé dans des études à l'international, notamment au Royaume-Uni. Donc finalement, ce marqueur de vulnérabilité qu'on aurait pu identifier autour de la structure de la famille, eh ben, il ne se révèle pas. Donc ça interroge ces questions d'aidance primaire et secondaire, puisque même dans des familles biparentales, où il y a bien un autre adulte, qu'on va considéré comme pouvant occuper ce rôle d'aidant, eh bien, ça ne va pas empêcher ou prévenir le développement d'une aidance chez l'enfant. Les pathologies, c'est quoi? Cancer? Et les pathologies, majoritairement, effectivement, des pathologies somatiques graves ou chroniques, des cancers, des maladies neurologiques évolutives, typiquement la sclérose en plaques, on en a quand même pas mal observé. Et puis... les addictions? Eh ben, j'allais y venir. Les maladies, toutes les maladies donc, qui affectent la santé mentale, donc des maladies psychiatriques au sens pur et dur, des états dépressifs importants, des pathologies de l'humeur, donc typiquement sans rentrer trop dans les détails, les pathologies de la bipolarité, et puis les addictions qui, ça représente globalement dans l'ensemble 20% des situations d'aidance chez ces jeunes. La dépression? La dépression. C'est compliqué de rentrer dans le détail des maladies parce que, si vous voulez... C'est pour avoir une cartographie. Si vous voulez, ça c'est une limite méthodologique, mais si vous avez déjà du mal à ce que la personne s'identifie comme aidant, la réalité de terrain, c'est aussi la difficulté parfois à pouvoir nommer la maladie ou le handicap. Est-ce qu'on a une idée, et quelqu'un d'autre que vous, pour que la parole circule, est-ce qu'on a une idée de l'impact de l'ambulatoire? Parce que l'ambulatoire, c'est fantastique, on va se faire sa chimio à l'hôpital, on est content, on rentre chez soi le soir, mais il y a tous les effets indésirables de la chimio, les nausées et plus, les diarrhées et plus, et là il faut que les dents interviennent. Oui, allez-y. Si vous permettez, je veux bien prendre la parole là-dessus parce qu'on m'incite un peu dans le chat à le faire, donc je me lance. Bien sûr qu'on a une idée de l'impact de l'ambulatoire. L'ambulatoire, aujourd'hui, il se fait sur le dos des aidants, très clairement. Hein. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous s'il n'y a pas un proche, d'abord pour venir vous chercher, pour vous véhiculer, mais ensuite pour s'occuper de vous une fois chez vous. Et parfois, et Géraldine le disait très bien il y a quelques minutes, parfois le proche chez vous, c'est votre enfant. Dans des familles monoparentales, on a des enfants très jeunes qui vont s'occuper non seulement de soutenir psychiquement leurs proches après une chimiothérapie, d'ailleurs généralement c'est leur maman, mais qui vont aussi parfois être amenés à effectuer des gestes qui relèvent de l'intimité du proche aidé, de l'intimité de leur maman, des gestes de soins, et on estime à 20% des jeunes aidants globalement ont des gestes qui relèvent de l'intimité du proche aidé. Donc, c'est pas tellement définir quels sont les profils des proches aidés. Je vois qu'on a évoqué, et Géraldine l'a très bien fait, un certain nombre de profils, mais n'oublions pas non plus qu'aujourd'hui, il y a des difficultés pour trouver des places en établissement médico-social, et notamment des places en EHPAD. Hein. On est en Île-de-France aujourd'hui, on connaît le coût des EHPAD. Donc, parfois, il y a 3 générations qui vivent sous le même toit. Et ce sont des enfants, des adolescents qui vont s'occuper également du grand-parent. Le grand-parent atteint d'Alzheimer, par exemple, ou le grand-parent en perte d'autonomie. Vous voyez, donc, on ne va pas tellement définir les réponses par rapport à la pathologie des proches aidés, mais plutôt par rapport à la fréquence de l'aide apportée et la nature de l'aide apportée.
Et moi, il me semble extrêmement important aujourd'hui de pouvoir apporter des réponses à tous ces jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, qui pallient aux défaillances de notre système de santé et de solidarité. C'est-à-dire des personnes qui vont effectuer des gestes de soins parce qu'il n'y a pas de professionnels présents ou sollicitables ou accessibles tout simplement financièrement pour accomplir ces gestes de soins. Ça, c'est une priorité, je crois. Et ça nous concerne tous, peu importe l'âge de l'aidant et peu importe la pathologie de la personne aidée. Alors, ça me semble absolument primordial d'insister là-dessus. On ne peut pas faire reposer sur les frêles épaules d'un enfant ou d'un adolescent le maintien à domicile d'un parent qui est en cours de traitement contre un cancer, une sclérose en plaques, une SLA. Ça n'est juste pas possible. Comment justement on sort de son rôle? Alors je m'explique, on est enfant, on n'est pas, vous évoquiez des gestes techniques de toilette. En tant qu'enfant, on n'est pas programmé pour faire la toilette à sa maman ou à son papa. Inversement, en tant que parent, on n'est pas programmé à laisser partir une part de son intimité vers des proches. Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps un statu quo émotionnel qui s'installe? L'enfant reste dans son rôle d'enfant, le parent reste dans son rôle de parent, et puis pendant ce temps-là, on perd du temps à faire évoluer la situation parce que justement, on n'a pas trouvé un professionnel pour accomplir tous ces gestes. Qui veut répondre pour trouver un professionnel, encore faut-il avoir les moyens de rémunérer un professionnel. Voilà, déjà, ça c'est une première chose. Je pense que les conséquences psychomédico-sociales, elles sont aujourd'hui bien identifiées, bien repérées, et notamment avec l'appui et l'expertise de l'Université Paris-Cité et l'ensemble des volets de recherche. On connaît les conséquences sur ces enfants et ces adolescents. On sait aujourd'hui voilà, qu'ils sont plus à risque d'éprouver des troubles anxio-dépressifs. On sait aussi qu'il y a des conséquences sur leur scolarité, sur leur vie sociale, sur leur développement. Mais pour autant, pardonnez-moi, on est nombreux aujourd'hui, mais jusqu'à présent, ça indigne qui au juste? Moi, je ne vois pas tellement d'indignation. Et pourtant, nous, depuis 2013 et a fortiori depuis 2016-2017 avec l'Université de Paris, tous nos travaux, toutes nos actions vont dans le sens d'une acculturation du grand public à ces sujets-là pour qu'il y ait une indignation massive. Pourquoi on ne peut pas renforcer l'aide à domicile avec des professionnels pour pouvoir soulager ces enfants et ces adolescents et surtout qu'il n'y ait pas ces répercussions sur leur santé physique? Quand on aide un parent à se déplacer, par exemple, c'est compliqué. On a très vite des douleurs lombaires, comme les aidants adultes, sur leur santé psychique. Je crois que dans le chat, il y a un témoignage qui est très intéressant et qui explique justement que quand on grandit avec un parent dont la vie finalement est menacée et peut-être qu'on va accompagner jusqu'au bout, bien évidemment, on a des troubles anxieux et on craint pour la survie de son parent. Ça a des conséquences forcément sur tous les aspects de la vie sociale, scolaire, affective et bien évidemment. Donc pour nous aujourd'hui, c'est vraiment une question de santé publique et c'est vraiment une question, une priorité. Voilà. Comment est-ce qu'on accompagne ces jeunes et comment est-ce qu'on peut prévenir l'ensemble de ces risques sur leur développement? Bien sûr. Toujours pour revenir sur les aidants et le rôle des aidants, il y a parfois une période où on a été extrêmement investi, on a été dans les danses, et puis vient l'hospitalisation ou le placement. Et là, comment font les aidants? Quelles sont les relations entre les soignants et les aidants? Quelles doivent être les relations entre les soignants et les aidants? Comment l'aidant doit se poursuivre pour que l'aidé ne se sente pas abandonné? Comment l'aidant doit se poursuivre pour que l'aidant ne se sente pas non plus démuni et que d'un coup, il n'y ait plus de sens à sa vie? J'aimerais vous faire réagir sur ces questions. Qui veut parler de ça? Alors, faites attention, hein, sinon je donne la parole à Géraldine Dorard. Elle a toujours un truc à dire.
Vas-y, Géraldine. Vous trouverez toujours une réponse. Géraldine. Effectivement, en me sollicitant là-dessus. Alors, elle est un peu complexe, votre question, parce qu'elle repose sur différents niveaux et elle va engager, et sans doute que ma collègue ici sera plus j'aimerais habile pour aborder... avoir votre réponse d'ailleurs, parce que vous avez parlé de la famille et donc la relation famille-aidant, ça m'intéresse beaucoup. Ces questions-là, c'est-à-dire quelle place est donnée à l'aidant dans le système de santé et dans le système médico-social. Et là, on pose votre question, elle pose le curseur à un endroit qui, entre guillemets, nous dépasse dans nos individualités de soignants ou d'acteurs autour de ces questions d'aidance, puisque, pour le dire... Alors, pour la partie qui va me concerner très spécifiquement, les jeunes aidants, ils sont invisibles. Donc, ils ont beau être là dans le service, accompagner leurs proches, errer dans le couloir, que les soignants les croisent, ils ne sont pas interrogés sur ce qu'ils vivent, sur leur rôle, et puis qu'est-ce que ça peut leur faire de se retrouver finalement, si on considère une phase palliative par exemple, avec des parents qui, ou des frères et sœurs d'ailleurs, je tiens à le souligner, qui seraient en fin de vie. Je veux dire, l'accompagnement, il va se faire, dans le meilleur des cas, sur le plan psychologique, sur la préparation, finalement, cette phase préparatoire au deuil. Mais la question du vide, entre guillemets, que va laisser le décès du proche en lien avec les activités, encore une fois, d'aide, qui étaient extrêmement intenses, elles ne sont pas abordées. Madame Grossieux. Non, dans le micro. Oui. Eh tout à fait. Votre question, elle est pas simple parce qu'en fait, elle est assez pointue, mais elle peut toucher toutes sortes de situations. Alors, par exemple, en ce qui me concerne, quand on parle de disparition, alors pour la première partie de votre question des aidants, une des grandes angoisses des familles, c'est qu'est-ce que va devenir mon aidé quand il est en situation de handicap, notamment le jour de ma disparition. Alors ça, très très rapidement, dans le travail qu'on met en place avec les familles, cette question-là, elle est fondamentale. Et c'est là, pour ce qui nous concerne, que tout à coup apparaissent les frères et sœurs qui ont été préparés, et on le sent très très bien, qui ont été préparés dans leur plus jeune âge à assumer la responsabilité de l'accompagnement de la personne en situation de handicap quand les parents disparaîtront. Alors ça, c'est un premier cas de figure. Il y a le cas de figure aussi du frère ou de la sœur qui a été un vrai tuteur émotionnel et un vrai tuteur affectif pour son frère ou sa sœur en situation de handicap, qui a porté complètement auprès des parents ce tutorat, qui a permis à l'enfant en situation de handicap de se développer et qui, du coup, développe lui aussi une forme de responsabilité. Alors, quand je vous écoute, je sens pour vous qu'il s'agit vraiment d'un engagement de défendre cette reconnaissance de la difficulté que peuvent vivre des aidants. Ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas seulement négatif. Il y a aussi toute une potentialité qui se développe auprès de ces aidants, dans le rôle qu'ils jouent d'aidants. Et en ce qui nous concerne, un des gros travaux que nous avons fait il y a de nombreuses années, notamment dans le cadre de projets européens, c'est de reconnaître la compétence de ces aidants, la compétence de ses parents, la compétence de ses frères et sœurs. On parle de compétences parentales, de savoir expérientiel. Et on s'est rendu compte, quand on leur donne la parole, que c'est aussi une fierté, c'est une compétence, c'est quelque chose aussi qui peut les servir dans leur parcours professionnel. Le nombre d'enfants ou de frères et sœurs d'enfants en situation de handicap qui se dirigent vers la médecine, vers des professions paramédicales ou médicales sont nombreuses de par leur expérience. Donc oui, c'est une difficulté, mais comme en toute chose, il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi le côté positif. Oui, c'est une compétence, oui, c'est un vrai potentiel, c'est une histoire de vie qui aussi
déterminent des parcours magnifiques de parents. Nous avons un livre là sur les compétences des parents en situation de handicap où le nombre de mamans, alors c'est vrai, j'entendais tout à l'heure le fait que souvent il s'agit des mères. Bon, je pense que les pères, avec les jeunes pères, commencent à exister. Mais le nombre de mamans qui se sont révélées des vrais responsables d'associations, des leaders dans ce domaine, et il y en a beaucoup. Et quelque part, c'est pas qu'elles remercient d'être dans cette situation, mais cette situation leur a permis d'être. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, Laure, vous vouliez compléter ? Je voulais rebondir par rapport à ce qui a été dit et justement par rapport à la raison qui leur a permis d'être. Et donc du coup, moi, je vais jusqu'à la place de l'identité. Être aidant peut devenir une identité avec des côtés positifs et du côté négatif. Et comment cette identité est prise en compte par l'ensemble des personnes qu'on rencontre, justement pour que l'aidant soit reconnu, l'aidant soit écouté. Moi, les aidants que je rencontre, le premier niveau, le premier besoin ou les attentes qu'ils expriment, c'est d'être écoutés. Une fois qu'ils ont eu, on y reviendra, mais dans les cafés des aidants que j'anime, quand ces gens passent 1h30 où ils ont le droit de parler d'eux et pas de la personne aidée, parce qu'ils ont d'autres lieux pour parler de la personne aidée, il y a des personnes qui accompagnent l'aidé, déjà, ils se sentent mieux et ils nous remercient. Et donc, du coup, cette question de l'identité, elle est globale, elle est aussi par rapport à l'entrée en institution, comme vous pouviez le dire tout à l'heure. Quelle place on laisse à ces aidants qui ont peut-être 40 ans d'aidance derrière eux ? Je donne ce chiffre comme je pourrais dire bien plus. Et comment on les prend en compte ? On les considère sur la connaissance qu'ils ont de la personne aidée. Et j'en viens après à comment on prend en compte aussi la post-aidance. Aujourd'hui, on parle de double deuil pour les aidants. Il y a la perte de la personne aidée, mais il y a la perte de cette identité, de ce rôle d'aidant. Donc, toutes ces choses sont à prendre en compte et aujourd'hui, on se rend compte malheureusement que les professionnels ne perçoivent pas assez bien, enfin certains tout au moins, il ne faut pas généraliser, quels sont les enjeux derrière ce rôle d'aidant et comment il faut pouvoir les prendre en compte pour pouvoir être à l'écoute de ces aidants-là. Alors, je vous propose qu'on avance dans la réunion parce que le temps tourne. Donc, je vous rappelle. Je peux me permettre juste par rapport à l'aspect de le versant positif, oui. Juste pour vraiment appuyer ce que dit Laure et qui me semble tout à fait essentiel. Les études ont montré que les conséquences positives associées à l'aidance, elles ne pouvaient advenir que si l'individu a été identifié, reconnu et soutenu dans son rôle d'aidant. Donc c'était juste pour poser cette nécessité, si on veut effectivement tirer bénéfice de ces situations, il faut les identifier, il faut les écouter, comme le disait Laure, et les soutenir. Et puis, vu que monsieur est distrait, j'en profite. Par rapport à la question des trajectoires professionnelles que vous soulignez, effectivement, chez les jeunes, nous, c'est quelque chose qu'on a évalué. Faut aussi garder à l'esprit qu'il y a des jeunes qui vont choisir certaines trajectoires professionnelles pour développer des compétences nécessaires à l'accompagnement de leurs proches. Et donc là, on n'est pas dans des choix de trajectoire qu'on peut romancer de manière assez magique. C'est que là, on est quand même face à des jeunes qui doivent suppléer les défaillances du système de santé dans l'accompagnement de leurs proches et qui vont aller se former au sein d'un cursus pour l'accompagner. Et donc là, ça pose quand même la question du choix, de la libre détermination en termes de trajectoire et de parcours de vie. C'était juste pour moduler quand même ces effets. On peut avoir des très beaux parcours, mais on peut aussi avoir des jeunes qui n'ont pas le choix. Alors, donc je vous propose qu'on reprenne quand même le fil des choses. Je vous rappelle le titre de cette table ronde, c'est toujours important de recentrer les choses. C'était « Aider les aidants, quelles responsabilités sociétales et quelles solutions pour les aidants ?» Donc les solutions pour les aidants, on va en parler en dernière partie et notamment on va voir avec la mutuelle tout ce que vous faites parce que les solutions doivent être concrètes aussi. Donc on va se garder une dernière partie où on va vous entendre beaucoup. Aider les aidants, on a identifié les aidants, on a vu qu'ils étaient protéiformes. Le deuxième volet, c'était
quelle responsabilité sociétale? Et vous, dans votre intervention, Grégoire Charles, vous avez parlé de la RSE, vous avez parlé de la gendarmerie qui fait une campagne de recrutement, et vous dites que par rapport à l'image de marque, par rapport à nos valeurs, par rapport à la RSE, il faut être cohérent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'aube, ou pas d'ailleurs, ou est-ce qu'on est déjà plus loin, d'une prise de conscience sociétale de la nécessité de reconnaître et d'aider les aidants? Et quand on dit sociétal, c'est les sociétés en tant qu'entreprise, mais c'est la société en tant que groupe humain. Alors, est-ce qu'on commence... je vois votre regard pétillant. Donc, ça veut dire que vous avez envie de me parler de ça. Allez, prenez le micro. Par rapport à cette question, ce que je pourrais dire, c'est que la responsabilité sociétale, elle est toujours là. Et je peux vous donner un exemple dans ce qui m'occupe. Aujourd'hui... il y a une transformation de l'offre de soins, notamment dans les soins médico-sociaux. Et donc les internats, les prises en charge très, très, très lourdes sont supprimées au profit des prises en charge à domicile, ce qui est une très bonne chose au regard de l'inclusion. Pour autant, il faut reconnaître qu'une prise en charge à domicile est une prise en charge qui s'appuie, comme vous le dites tout à fait bien, sur la famille et sur la fratrie. Et du coup, cette prise en charge, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit positive, doit prendre en charge l'ensemble, la systémie familiale. Or, la politique aujourd'hui en matière de handicap, qui supprime des prises en charge très rapprochées, très lourdes en internat au profit de prises en charge à domicile, est une politique qui fait des économies sur les budgets, et nous n'avons beaucoup moins de temps à consacrer à des prises en charge à domicile que nous en avons en internat. Ce qui fait que là, il y a une vraie responsabilité qui n'est pas si simple à contrer ou une responsabilité à comprendre, dans le sens où tout le monde est d'accord pour parler d'inclusion, tout le monde est d'accord pour parler de domicile, tout le monde est d'accord pour que les enfants ou les adultes soient à l'école, soit en travail ordinaire, mais il faut que les moyens suivent. Il faut savoir que quand on fait du domicile, eh bien, il faut presque plus de moyens pour une personne en situation de handicap, un enfant, quand il reste en internat. Or, je vous donne juste un exemple, pour un enfant qui a un internat quand il est en situation de handicap, il vient le lundi, il part le vendredi, les enfants le récupèrent le week-end et il revient le lundi. Pour des enfants qui restent chez eux et qui ont ce qu'on appelle un CESAD pour les accompagner, eh bien c'est 3 à 6 heures par semaine. Ça n'a rien à voir. Et là, il y a une responsabilité sociétale que nous devons prendre en considération. L'inclusion, c'est une bonne chose, c'est effectivement indispensable, mais il faut absolument que les moyens suivent. RSE, responsabilité sociétale, qui veut continuer à réagir. Pendant que le micro circule, je vous fais part d'une réaction qu'on a eue sur Zoom. Il y a quelqu'un qui dit, moi ça fait 30 ans que je suis aidant, et on m'a demandé, j'ai développé une telle expertise qu'on m'a demandé si j'étais médecin, si je travaillais dans le milieu médical. Donc ça veut dire, oui, véritablement, on développe des expertises. RSE, responsabilité sociétale, allez-y. Oui. Je crois qu'il est important de se dire qu'aujourd'hui, on parle des aidants, pas pour qu'ils viennent pallier au manque de la société. On parle des aidants parce que ce sont des personnes, même s'il y a des aides et des professionnels qui vont être là à des moments, qui vont avoir une charge mentale importante, qui aura des conséquences sur leur quotidien, plus des aides qui se rajoutent, parce qu'effectivement, même quand on a 2 passages infirmiers dans la journée, si la personne a besoin d'être changée dans la journée, ça va être l'aidant qui va le faire. L'infirmière ne repassera pas à midi, et pour autant, si on ne le fait pas, ça veut dire des escarres derrière et des problèmes de santé qui s'enchaînent. C'est juste un exemple parmi plein d'autres.
Mais du coup, effectivement, aujourd'hui, et en étant chargé de projet, il est parfois assez difficile de trouver la juste place par rapport à ça, parce que on veut parler des aidants, mais on ne veut en aucun cas que... alors le mot statut qui sort aujourd'hui, est-ce une bonne solution? Si le statut, il est créé pour que, en fait, on reconnaisse à cet aidant d'être bien là et de continuer à être là, nous, au niveau du terrain, je crois que c'est pas ce qu'on cherche, en fait. L'aidant, il a juste besoin d'être soutenu en plus des professionnels. Alors l'aidant, il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être valorisé, on en parlait tout à l'heure. Mais quand je dis valoriser, moi j'entends dans le mot valoriser, bien sûr, reconnaître son travail, le mettre en avant, mais ça veut dire que dans valoriser, j'entends valeur. Ce travail, il a une valeur, et il a une valeur donc sonnante et trébuchante. Comment on valorise l'aidant aujourd'hui, et est-ce qu'il faut le valoriser ? Excusez-moi, je vais vous confisquer un peu la parole si vous êtes d'accord. Allez-y. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un travail de l'aidant. Pas un travail. Pas au sens habituel et classique du travail. En revanche, les gestes que l'aidant effectue auprès et pour son proche doivent bien sûr être valorisés. Et Laure vient de le dire d'une manière très subtile, mais ça me semble important de le repréciser. Aujourd'hui, il n'est pas du tout question qu'on accepte que les aidants viennent, encore une fois, pallier aux déficiences de l'État. On sait très bien qu'il y a un manque de professionnels dans le milieu du médico-social, dans le champ sanitaire. Il n'est pas question de capitaliser uniquement sur les expériences acquises en termes de soins et d'accompagnement que les aidants ou les jeunes aidants ont pu acquérir. Parce qu'en fait, ce qu'ils acquièrent, c'est bien plus que cela. Ça ne se limite pas à l'aide à la personne. Ce sont des compétences psychosociales qui aujourd'hui sont très demandées dans le monde du travail. C'est-à-dire que quand vous êtes aidant d'un parent épileptique, ou d'autres pathologies, c'est le premier qui me passe par la tête, en général, vous avez un grand sens de l'organisation, un sens des priorités, un sens des urgences. Vous avez de l'empathie. Vous avez toutes ces qualités qui aujourd'hui sont requises dans le milieu professionnel à n'importe quel poste en fait, y compris à des postes de responsabilité et des postes de management. Donc il n'est pas question, en tout cas à mon avis, d'enfermer les aidants familiaux dans des dispositifs d'accompagnement ou de validation des acquis de l'expérience qui se limiteraient uniquement aux soins et à l'aide à la personne. Je crois que c'est extrêmement important de le rappeler aujourd'hui. Moi, dans les jeunes que nous accompagnons, nous avons des enfants de 10, 12 ans qui sont extrêmement organisés, bien plus organisés que leur père, qui sont extrêmement matures, parce qu'ils ne sont pas dans l'inquiétude de savoir s'ils vont avoir la PlayStation 4 ou pas pour Noël. Ils sont dans l'inquiétude de savoir si maman va encore être toujours en vie en janvier. Donc, on est sur des choses qui sont complètement différentes en termes d'acquisition et il faut bien qu'on prenne ça en considération pour la valorisation des acquis. Alors, sans enfermer l'aidant dans un statut, ce matin, on faisait le parallèle entre les aidants qui ont acquis une expérience importante et puis ce qu'on peut trouver dans la médecine, où il y a des patients experts qui, par pathologie, ont développé des expertises et ont même suivi des formations reconnues, validées. Vous, Grégoire Charles, vous avez parlé d'experts tout à l'heure. Alors, ce n'est pas les patients experts, mais enfin, ça rejoint un petit peu ça. Qu'est-ce que vous pensez malgré tout, d'avoir des formations validantes qui pourraient servir après, justement, dans le CV, dans l'expérience professionnelle, des formations validantes d'aidants experts? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est quelque chose à creuser ou pas? Vous m'excuserez, mais ça vient de non, passer... mais vous ne pourrez pas parler, Grégoire, c'est Amaranta qui... Ça vient de passer à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi qui vise au plein emploi. Donc, je pense que je ne vous apprends rien. Et il vient d'être voté, l'article 4, sur la valorisation des acquis par l'expérience pour les aidants. C'est l'incorporation par la VAE, effectivement, des compétences des aidants. Alors, avant de répondre à cette question, peut-être que je vais revenir un petit peu sur les enjeux sociétaux. Quand on parle de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, il y a deux niveaux. Le premier qui est d'abord une responsabilité de l'État, qui fait référence aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU.
dans un certain nombre de champs, je crois que c'est 17 de mémoire, notamment tout ce qui est accès à la santé, travail, l'éducation, la culture, enfin voilà, tous les domaines de vie. Ce que je pourrais dire en un court résumé par rapport à ce qui a déjà été évoqué, on parle, c'est vrai, souvent de société inclusive et d'inclusion, sans d'ailleurs que quiconque ait réellement défini ce qui se cachait derrière. En assimilant dans un raccourci qui peut être un petit peu facile, l'inclusion à l'accueil dans un milieu ordinaire, sans s'interroger si le dit milieu ordinaire est réellement inclusif. C'est-à-dire qu'il s'adapte en fait aux besoins et aux spécificités de chacun. Ce qui peut apporter derrière des reports de charges qu'on a déjà évoqués vers les aidants, et c'est particulièrement vrai à une période où on parle de transformation de l'offre. Je fais référence surtout au médico-social. Alors, je ne l'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, mais j'ai une autre casquette. Je suis président d'une association parentale médico-sociale, une ADAPI, en province. Donc je suis aussi un peu impliqué par ce biais sur ces enjeux-là. Dans le même temps, vous avez un croisement des complications avec les difficultés actuelles en termes de recrutement, fidélisation des professionnels dans le champ social, dans le champ médico-social, l'aide à domicile, le sanitaire, évidemment, qui vient là aussi poser ces questions de report de charges vers les aidants. Je fais souvent le raccourci quand on aborde la conception moderne du handicap, que finalement les aidants sont eux-mêmes en situation de handicap, puisqu'ils ont des limitations plus ou moins fortes, parfois extrêmement fortes, dans la réalisation de leurs rôles sociaux et de leurs habitudes de vie. Voilà, ils ont toute une série d'empêchements, d'obstacles, qui parfois les éloignent du milieu professionnel, de la vie sociale, des loisirs, etc., etc. Et finalement, cette société, elle sera réellement inclusive pour les aidants quand on aura mis en place des soutiens à la hauteur des besoins de la personne aidée pour que l'aidant soit lui-même ou elle-même en capacité de s'engager à la hauteur qu'elle souhaite et qu'elle ne soit pas en tous les cas limitée dans le reste des autres aspects de sa vie. Pour revenir à la question, oui, 1000 fois oui pour la valorisation des compétences des aidants. C'est un sujet sur lequel on travaille au sein de la gendarmerie, puisqu'on est en train de sortir d'une logique de réponse à des besoins de qualification par une logique un petit peu simpliste qui avait prévalu jusqu'alors, de mise en place de formations. Et on est en train de structurer, par le biais d'une mission sur les compétences, voilà, toute la structuration des compétences, à la fois compétences travail, un peu hard skills, et les compétences transverses, soft skills, de l'ensemble de nos professionnels, en mettant ça en lien avec tous les besoins des différents métiers et niveaux de responsabilité spécifiques au sein de la gendarmerie. Et dans le cadre de cette réflexion, on incorpore tout ce qui est compétences spécifiques qui peuvent être développées, notamment dans les soft skills, par des catégories spécifiques de professionnels dans leur vie privée. Et dans leur vie privée, ça peut être des situations d'aidance. Ces situations, elles doivent être valorisées et elles amènent à des capacités spécifiques telles que l'empathie, les capacités d'organisation, etc., etc., qui sont à la fois dans des responsabilités de management et nous aussi dans des situations d'interface avec l'usager qui doivent être mises en valeur. Et voilà.
Alors, je vais vous interrompre parce qu'il nous reste assez peu de temps à passer ensemble. Donc, Laure, rapidement, et après, on va se tourner vers Thierry Fardot pour les solutions. Juste 2 points, effectivement, par rapport à la question de situation de handicap, où l'aidant est aussi en situation de handicap. Le handicap, il est créé par l'environnement. Et je pense que c'est important aussi de le rappeler comme ça. Parce que le handicap ne sera pas le même en fonction de l'endroit où on est. Juste pour revenir par rapport aux patients experts dont vous évoquiez tout à l'heure, je crois qu'aujourd'hui, les associations qui représentent les aidants travaillent avec les aidants. Et le nouveau plan qui va suivre le plan, la première stratégie, justement, a été modifié. On était sur un plan agir pour les aidants et on va vers un plan agir avec les aidants. Et donc, c'est comment on peut entendre encore une fois et reconnaître et aussi leur permettre d'avoir une nouvelle place dans la société par rapport à ce qui c'est. Donc, c'est comment on monte des actions avec les aidants. Alors, quelles solutions pour les aidants? Thierry Fardot, vous n'avez pas toutes les solutions pour les aidants, mais à la MASFIP, vous avez 300 000 adhérents et vous avez des axes, vous en avez 3, le soutien, l'accompagnement, l'orientation. Qu'est-ce que vous faites pour nos aidants? Oui, alors vous allez voir qu'on essaye de faire pas mal de choses. Mon collègue Xavier, à mes côtés, va vous donner un certain nombre d'exemples d'allocations. Ensuite, moi, je reviendrai sur quelques exemples de partenariats, notamment avec les personnes aphasiques dont je dirai quelques mots ensuite. Je vous donne une petite notion du temps, une petite quinzaine de minutes, pas plus, sur ce chapitre. Vous nous couperez. Au cas où, non, on va aller vite. Je ne vais pas rentrer dans le détail des allocations. Quand on parle d'allocations, donc on est dans le domaine du soutien financier pour nos adhérents aidants. Donc, le terme allocation, j'insiste une petite minute dessus, puisqu'on ne raisonne pas en prestation à la MASFIP, on raisonne en allocation, c'est-à-dire qu'on peut attribuer des aides après une étude personnalisée de chaque demande qu'on va recevoir. Donc, le soutien financier, c'est un soutien financier qui peut bien sûr être attribué directement à l'adhérent aidant, mais aussi un soutien qui peut être attribué directement à l'adhérent aidé, et donc mécaniquement, on aide aussi l'aidant en aidant l'aidé, que l'aidant soit adhérent ou ne le soit pas d'ailleurs. Donc, quelques exemples d'allocations. C'est-à-dire qu'il suffit que l'aidé soit adhérent. Voilà, si on raisonne en binôme... C'est la condition suffisante. Voilà, mais c'est l'adhérent qui reçoit le soutien, mais ce soutien bénéficie aussi forcément au non-adhérent qui est l'aidant ou l'aidé dans le binôme. Alors, au niveau de quelques exemples d'allocations, sans rentrer dans le détail, on a une allocation qui porte tout simplement le nom de aide, aidant, aidé. Alors, vous parliez de profil tout à l'heure. Nous, le profil de l'aidé, c'est tout simplement la personne qui a besoin d'un accompagnement régulier, eu égard à une pathologie, quelle qu'elle soit, une incapacité, quel que soit son degré, etc. Toute situation qui générerait un besoin d'accompagnement régulier. Donc, l'aidant, c'est la personne qui l'aide. Sur quel biais on peut intervenir au niveau financier? Eh bien, tout ce qui va permettre de soulager l'aidant. Par exemple, en l'aidant à financer l'intervention de professionnels, que ce soit des heures d'aide ménagère. On va intervenir financièrement pour soulager cette dépense-là, si on constate un besoin. On peut intervenir aussi pour aider dans le financement de ces jours de répit. Il y aurait énormément d'exemples que je pourrais vous citer. On peut intervenir aussi, admettons qu'on ait un aidant qui doit se déplacer tous les jours, avoir des frais de transport pour se déplacer, pour aider la personne aidée. Ce sont des frais qui peuvent devenir importants si ça le met dans une situation financière compliquée. On va pouvoir intervenir aussi. En fait, toute situation qui va pouvoir soulager l'aidant ou qui va lui générer un problème financier qui va être un obstacle à ce qu'il puisse aider la personne aidée et l'accompagner comme il le souhaite, on va pouvoir intervenir par le biais de cette allocation-là. On a à côté de cette allocation des allocations qui sont plus fléchées handicap. Donc on a une allocation handicap enfant. Alors l'association handicap enfant, là aussi je vais vous le faire court puisque le temps est compté. En fait, tous les besoins qui soient ponctuels ou qui soient permanents qu'un enfant en situation de handicap rencontrerait, on va pouvoir aider
le parent aidant pour accompagner cette situation. Alors un besoin, je vais citer quelques exemples, ça peut être des besoins purement matériels. Un enfant en situation de handicap qui poursuit des études, qui a besoin de matériel adapté, qui a besoin d'acheter tout type d'outils qui va lui permettre de continuer à poursuivre ses projets et sa scolarité. Ça génère des frais, des restes à charge importants qui, au-delà des aides qu'il peut avoir, peuvent lui laisser des frais importants. On va pouvoir intervenir pour aider la famille. On peut intervenir sur des séjours, des vacances, tout ce qui touche au bien-être également. On peut intervenir là aussi pour permettre de soulager les parents s'il y a des professionnels qui interviennent à la maison et que ça laisse du reste à charge et donc des frais financiers importants. Voilà. Après, quand on intervient au niveau de frais qui sont réguliers, on suit les dossiers. Il y a un suivi, ce sont des demandes qui peuvent être renouvelées d'une année sur l'autre puisque les besoins sont récurrents. On a les conseillers mutualistes dont on parlait tout à l'heure qui vont rappeler l'adhérent, qui vont s'assurer que tout va bien, qui vont vérifier si les besoins n'ont pas évolué. Et donc, on assure un suivi à ce niveau-là. On ne fait pas une aide ponctuelle et on s'en va. On est là à chaque fois que le besoin est. Donc, de la même façon qu'on a parlé du handicap enfant, on parle du handicap adulte aussi, avec un peu le même type de fonctionnement qu'on a d'allocation, c'est-à-dire que dès qu'on constate des besoins encore une fois ponctuels ou récurrents, on va pouvoir intervenir s'il y a un reste à charge financier qui est important. Ça peut être, je sais pas moi, l'aménagement d'un véhicule. Ce sont des frais qui sont rapidement très importants d'aménager un véhicule pour une personne en situation de handicap. Là aussi, ça peut être l'acquisition d'appareillage, ça peut être la poursuite des études aussi pour les adultes. Et ça peut être aussi des besoins récurrents avec des personnes qui interviennent à la maison. Donc là aussi, on va pouvoir intervenir. Voilà. Après, au-delà du handicap, du côté aidant aidé, on intervient sur toutes les situations où il y a une perte d'autonomie d'un des membres du binôme, je dirais, aidant aidé. Et par exemple, pour les personnes aussi qui sont plus avancées en âge, une volonté de rester à domicile qui nécessite là encore un certain nombre de services à la personne qui sont coûteux, qui laissent des frais importants aux personnes et on constate parmi nos adhérents que certains ne peuvent pas se payer ces services-là malgré les aides légales qui existent. Le reste à charge reste trop important, donc là on peut intervenir aussi. Voilà au niveau de quelques exemples. Alors j'avais noté 2 ou 3 choses aussi. Vous aidez les gens à l'obtention des aides légales parce que, comme on l'a souligné ce matin, c'est une jungle, l'obtention. Donc vous leur apportez une aide pour qu'ils s'y retrouvent un petit peu. Alors oui, parce que toutes les allocations, les exemples que je viens de vous présenter, sont des aides qui se situent donc au-delà des aides publiques qui existent. On ne sursoit pas aux aides existantes. Et le point d'entrée dont on parlait tout à l'heure, qui est le conseiller mutualiste, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va écouter l'adhérent. Il va essayer de recenser l'ensemble des besoins qu'il peut avoir et il va l'orienter en priorité vers l'ensemble des aides publiques ou légales existantes qui sont adaptées à ses besoins. S'il ne les a pas déjà sollicités, mais il va pouvoir faire cette orientation-là. Voilà. Vous faites aussi des tutos, des petits livrets, des choses comme ça. Je crois que vous en avez un avec vous d'ailleurs sur les aphasiques. Je pourrais vous en parler, mais je vais pas priver Thierry Fardot de toute possibilité de s'exprimer. Donc je vais le laisser le présenter si ça vous embête pas. Merci Xavier. Bon, un exemple justement d'orientation dont vous posiez la question. Nos adhérents qui sont donc à la mutuelle d'action sociale sont également adhérents de la mutuelle santé et prévoyance référencée par le ministère, la MGEFI. Et la MGFI, elle a un service MGFI Assistance avec un assisteur derrière qui va proposer un certain nombre de services à nos adhérents qui sont en situation
d'aidants, ça va être un bilan, par exemple, un bilan personnalisé, d'ergothérapie, comment améliorer l'habitation. Voilà, il y a tout ça. Donc ça, c'est l'un des exemples que quand le conseiller mutualiste a l'adhérent dans cette situation, il va tout de suite faire le lien avec, par exemple, l'assisteur de la MGFI. Alors, on a conclu également des partenariats. Alors d'abord, le partenariat, l'un des plus importants institutionnels depuis 2010 avec l'association APAF, hein, comme quoi c'est quelque chose qui dure longtemps, pour lequel nous sommes très, très satisfaits. Mais on a passé aussi un certain nombre de partenariats où on a essayé de créer des choses. C'est le cas sur le handicap avec APF France Handicap, où nous avons créé donc 9 petites vidéos, les fameux tutos de Ludo et Violette, qui sont accessibles grand public et qui en fait montrent l'approche du handicap de façon un petit peu décalée, puisque ça a été tourné par des acteurs qu'on peut voir à la télévision en ce moment, et notamment pour faire attention aux bons gestes et postures par rapport à un certain nombre de situations. Alors ces vidéos-là qu'on a créées avec APF, elles sont du domaine public, hein. Elles sont accessibles sur notre site internet et on a de plus en plus, et c'est notre satisfaction, de structures comme les conseils départementaux qui s'en approprient et qui les utilisent, et c'est une très bonne chose. Et tout le même registre, on a aussi un autre partenariat avec la Fédération nationale des aphasiques de France. Donc l'aphasie, c'est souvent suite à un AVC, qu'on a perdu l'intégrité de la parole, et que nos adhérents dans ces situations, mais au-delà de nos adhérents, sont en difficulté quand ils vont dans un lieu, que ce soit un restaurant, un lieu public et tout ça. Donc nous avons créé un petit livret, dit livret sans parole, mais on vous l'enverra sous forme de diaporama, hein. Un livret sans parole avec la Fédération nationale des aphasiques et qu'on distribue et qui aide bien les personnes dans ces situations. Donc derrière ça, on a créé avec la FNAF et notamment on les a aidés à financer ce livret. Voilà ce que l'on fait. Je ne veux pas être trop long. Voilà des exemples un petit peu concrets. Puis il y a des flyers et puis sur d'autres domaines. Mais voilà, si vous voulez aller voir plus de détails, vous pouvez aller sur notre site internet MASFIP, Mutuelle d'Action Sociale des Finances Publiques, .fr. Et où vous retrouvez un certain nombre de choses. Et le dernier petit point, tu voulais rajouter ? Non, dernier petit point sur la communication. Alors, bon, nous sommes la Mutuelle d'Action Sociale et Finances Publiques, mais vous avez compris qu'on est lié à notre mutuelle santé et prévoyance. Et avec notre mutuelle santé et prévoyance, il y a des travaux communs, notamment des actions de prévention, où la MGFI se tourne vers la mutualité française pour faire des actions de sensibilisation sur les situations d'aidance. Sur, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, le sujet, c'était la santé des aidants, de la prévention pour soutenir et se préserver. En Bretagne, ça a été « Prenons le soin de ceux qui aident », un parcours accompagné. Donc là, vous avez un psychologue, une chargée de prévention, enfin, tout le monde connaît la mutualité française et sa renommée. En Ile-de-France, prenons soin de ceux qui aident. Donc c'était en lien avec notre mutuelle santé et prévoyance et son service prévention qui organise tout ça avec la mutualité française. Après, nous, MASFIP, on fait des communications au-delà de notre site internet. On a un journal papier pour les gens qui n'ont pas accès à internet, vous l'avez bien compris, avec des dossiers un peu plus fournis. Ça a été le cas l'année dernière sur le sujet des aidants, pour lequel là aussi je vous ferai passer
des informations. Voilà, chaque année, on essaye de mettre un sujet particulier dans notre magazine qui est annuel. Et est-ce que vous constatez une hausse dans les sollicitations ou est-ce que c'est relativement stable ? Alors, je vais me tourner vers Xavier. Je ne sais pas si tu sais. C'est un peu, si vous voulez, Xavier vous a parlé des allocations. Alors, on ne va pas rentrer dans notre cuisine interne, mais on a un peu réorganisé les choses. Si vous voulez, au départ, quand on a créé la mutuelle en 2013, il y avait pratiquement une allocation par sujet. Et depuis, on a un peu réorganisé les choses. Donc, on n'a pas toute la partie fine et analytique qu'on peut pour vous répondre. Hein, c'est ça ? Hein, mais donc voilà. Il faut vous dire aussi qu'on n'est pas une grande structure non plus. Donc voilà. Okay. Alors, on arrive à la fin de cette journée. Je vais vous passer la parole aux uns et aux autres pour un petit mot de conclusion, hein, comme on a fait ce matin. Je vais vous demander d'essayer d'être... j'arrive à la fin de plus de batterie. Je vais vous demander d'être synthétique, s'il vous plaît. Et on va commencer par le bout de la table avec vous, Xavier Marin. Voilà, on se donne une minute chacun, hein, une petite minute chacun. Je ferai un plus court que ça, je pense. Et on ne vous oubliera pas, Amarante. Oui, Amarante, donc, bon, hormis tous les remerciements que je profite de la conclusion pour renouveler, nous, on est une mutuelle, donc moi, j'ai entendu beaucoup de choses ce matin, beaucoup de choses cet après-midi. La mutualisation, ça nous intéresse parce que pour être le plus efficient possible, déjà, il faut qu'on... Nous, on sait ce qu'on fait, mais il y a beaucoup... Alors, j'ai parlé de notre périmètre affinitaire. Il y a beaucoup d'adhérents qui sont aidants, qui ne savent pas forcément ce qu'on fait. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font. On aimerait au mieux essayer de s'articuler tous ensemble et donc d'avoir une possibilité d'aider de la manière la plus efficiente et la plus mutualisée possible. Voilà, donc. Merci. Laure ? Je vais quand même prendre 30 secondes pour rappeler que sensibiliser, c'est une chose, mais aussi il faut y avoir des actions. Donc des actions, on en a entendu, mais il y en a d'autres comme le Café des aidants, la formation des aidants. On parlait de formation ce matin. Sachez que l'Association française des aidants propose une formation en ligne qui peut, même sans être aidant, vous pouvez y aller. Ça va vous permettre de vous poser des questions ou au moins, si vous n'êtes pas sûr d'être aidant, ça peut vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. Et puis de même pour les jeunes aidants, l'ADAPI, elle a fait le choix de développer ses actions en s'appuyant sur des compétences d'associations nationales, donc l'Association française des aidants et JAD, bien entendu, Jeunes aidants ensemble, dont Amaranta est la directrice. Et donc en Corrèze, on a mis en place un atelier théâtre-répit pour des jeunes aidants où sur 6 jours, ils ont pu se retrouver parce que dans ces actions dont je vous parle, l'idée est que les gens puissent être ensemble, les aidants puissent se parler et la parole d'un professionnel ne vaut jamais autant que celle d'un autre aidant, d'un autre jeune aidant, pour avoir l'impression qu'on n'est pas seul dans cette situation et que les mots utilisés vont résonner autrement que ce que nous, on va prononcer. Donc des solutions, voilà, en Corrèze, on en développe et on a mis en place aussi une recherche-action pour essayer d'aller vers l'aidant dans une Corrèze qui est très rurale, où les moyens de transport ne sont pas développés et les aidants, des fois, ils sont très isolés. Et donc l'isolement amène encore plus l'épuisement. Voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à dire, mais n'hésitez pas à aller sur les sites internet de ces associations que je viens de citer. Thierry Fardot, à moins qu'Amaranta veuille faire sa petite conclusion. Non ? Elle est partie prendre le goûter. Thierry Fardot. Oui, je veux bien faire une petite conclusion. Bien sûr. Merci beaucoup, Laure, parce que j'ai grand plaisir à travailler avec Laure et Géraldine depuis quelques années. Il y a eu un certain nombre d'échanges très intéressants dans le chat pendant cette journée. Remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages à travers le chat pour avoir plus d'informations. Peut-être on peut envoyer, si vous en êtes d'accord, monsieur, on va envoyer le lien vers nos associations, nos structures, pour que chacun puisse prendre connaissance des études ou des projets qui ont été évoqués aujourd'hui. Je pense notamment à l'étude ADOCAS que j'ai mis en lien dans le chat, mais qui est à l'ensemble de départements, et le fil de GED tout court.
et le site de Jade, donc Jeunes Aidants Ensemble, parce que nous sommes la première association à nous préoccuper de ces enfants et ces adolescents qui, à notre sens, pallient les déficiences de l'État en termes de prise en charge des proches vulnérables. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Amaranta. Thierry Fardot. Oui, moi je suis très heureux de cette journée. Je remercie encore une fois la PAF de nous avoir invités. D'ailleurs, ça nous a permis de se rendre compte qu'il fallait qu'on prenne des rendez-vous réguliers pour avancer ensemble et développer des choses ensemble. Moi, j'ai appris beaucoup de choses notamment ce matin, mais finalement, ça me renvoie à une interrogation que j'ai depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'il y a de très belles choses qui sont faites par beaucoup d'acteurs, mais malheureusement, que ça soit l'État ou d'autres structures, on n'a pas pu créer dans ce pays le guichet unique. Et la problématique est aussi que pour l'action sociale, par exemple, l'action sociale, elle est organisée en départements. Et donc, d'un département à l'autre, il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes choses. Et malgré tout, on n'arrive pas à coordonner toutes ces choses qui sont faites. Et voilà, c'est mon enseignement que je tire aujourd'hui, sur lequel il faudrait travailler. Alors nous, à notre toute petite échelle, on est en train de travailler sur un outil numérique qui, si évidemment la personne accepte de rentrer dans cet outil numérique, qui sera par exemple sur smartphone, en répondant à un certain nombre de questions, ça marche avec l'intelligence artificielle, eh bien l'outil va être en capacité de détecter, vous parliez des aides légales et réglementaires, j'ai un enfant en bas âge, il va dire, mais n'oubliez pas de contacter la CAF parce que vous avez droit à telle chose, à telle chose, à telle chose. Et voilà, à notre niveau, on essaye de faire comme ça parce que il y a cette interrogation qui trotte depuis des... C'est fantastique. Après, ce qui est compliqué, c'est d'actualiser l'outil avec les réglementations qui changent. Géraldine Dorard. Écoutez, moi je vais faire bref, je vais juste témoigner de la bonne surprise, entre guillemets, de voir la place donnée à la question des jeunes aidants dans une journée telle que celle d'aujourd'hui, qui est plutôt centrée sur des aspects professionnels en lien avec les danses. Donc merci beaucoup pour la place donnée à ces jeunes. Et puis vous encourager, si vous n'étiez pas familier avec cette notion de jeunes aidants, parlez-en autour de vous, parce qu'on parlait tout à l'heure de responsabilité sociétale. C'est aussi finalement en transmettant ces informations, ces connaissances, qu'on va petit à petit favoriser l'auto-identification et puis ouvrir à ces jeunes la possibilité de demander de l'aide parmi tous les soutiens que les acteurs de terrain proposent. Merci. Hélène Borne. Oui, moi je voudrais dire 3 petites choses. Alors au niveau de la RSE, quelle que soit l'entité, aussi normée, autant de procédures qu'elle ait pu développer, vous n'êtes pas à l'abri que dans un coin, il y en ait un qui fasse n'importe quoi et qui vous amène un gros problème. Deuxième chose, en tant qu'enfant handicapé, avec un frère sur lequel j'ai très lourdement pesé, j'ai toujours trouvé que c'était pas juste pour lui. Et donc, on s'est réorganisé dans la famille parce qu'en fait, pour un aidé, quoi de plus valorisant que d'être aidant à son tour et de pouvoir faire quelques petites choses, pas fatalement égales à ce qu'on fait pour vous, mais quelques petites choses de soi-même. Et troisième chose, je voulais vous rappeler que le centre d'Alassac, en Corrèze, de la Poste, qui est un centre de vacances pour les enfants très lourdement handicapés, permet un peu de répit. Et pour finir, je voulais vous dire que notre mutuelle a fait des CESU spécifiques pour les familles d'enfants handicapés. Donc ça, c'est l'AFEH, l'association des familles d'enfants handicapés de la Poste et d'Orange, qu'il faut voir. Voilà. Grégoire Charles. Et merci pour la journée. Merci à vous. Je vais être très court.
J'étais venu pour partager et je suis extrêmement satisfait du résultat. Je repars moi aussi avec des idées, des pistes à creuser, des notions à approfondir. Et au-delà de tout ça, le sentiment qu'effectivement il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de personnes engagées, impliquées sur le soutien aux aidants. C'est très motivant et voilà, ça montre que notre mission, elle est partagée par beaucoup de monde et qu'elle a beaucoup de sens. Bernadette Grosieux, c'est vous qui allez conclure. Oula, quelle responsabilité. Eh oui. C'est plutôt vous qui allez le faire, non? Oui, peut-être après. Mais c'est même pas moi, c'est Jean-Georges qui va conclure après. Très bien. Eh oui. Bien écoutez, moi je vais m'associer au... Merci. Merci à l'APA de m'avoir invité. J'ai, à cette table ronde, beaucoup appris. Merci à la MASFIP et à la MGFI de participer à la gestion de l'établissement que je dirige et qui, du coup, me permettent de prendre la parole et de comprendre ces enjeux. La question de l'aidance est extrêmement importante et quand on la repositionne par rapport au handicap, eh bien, ça nous permet de comprendre que le handicap n'est pas quelque chose de personnel, que c'est vraiment une situation et que ce handicap doit être pensé en termes contextuels. Et du coup, l'aidant, la famille, prend une place extrêmement importante dans l'accompagnement de ces personnes et auprès des professionnels et auprès des politiques publiques. Donc, merci de poser cette question de l'aidance qui éclaire la question du handicap différemment. Alors vous